Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Bonsoir Olivia. Bonsoir à toutes et tous. Alors Olivia, La disparition des choses, un texte magnifique, très émouvant. Je sais que c'est un texte qui vous tient particulièrement à cœur, qui met au centre à la fois de l'histoire, je dirais de l'histoire dans les deux sens du terme, la grande histoire, l'histoire avec sa grande H, comme disait Perec, et la fiction, le personnage de Cécile Perec, la mère de Georges Perec. On va y revenir, mais avant d'entrer plus résolument dans le texte, j'aimerais connaître un peu la genèse de ce projet, enfin de ce qui a été un projet qui aujourd'hui est une écriture réalisée. Donc quelle a été comment ce livre vous est-il tombé sur la tête ? Alors c'est très compliqué d'expliquer comment un livre advient parce que il y a plein de raisons, et une des raisons a été annoncée sans qu'il le sache par le monsieur qui parlait de Pannonica juste avant que j'arrive. Donc je ne sais pas si vous a dit, mais donc j'ai écrit une pièce de théâtre sur Pannonica de Königswarter. Et je m'intéresse beaucoup à des destins. Alors, je me suis intéressée notamment à deux destins de femmes, Jeanne et Buterne, la dernière muse du peintre Modigliani, sur laquelle j'ai écrit, à travers laquelle j'ai écrit un livre, on va dire, et Pannonica, sur qui j'ai écrit une pièce de théâtre. Et je pensais que j'en avais un peu fini avec ces biographies romancées, ces romans biographiques ou ces pièces de théâtre biographiques. Et puis, j'ai écrit deux romans sur ma famille, sur l'Afrique du Nord, sur l'Algérie, sur la Tunisie. Et puis, est arrivé le 7 octobre 2023, le massacre en Israël. Et puis rien. Une espèce de blackout pour moi, une espèce d'incompréhension de ce qui se passait. Et quelques semaines après, le 7 octobre, je rangeais ma bibliothèque et le livre W ou le souvenir d'enfance, qui est un des grands livres de Georges Perec, m'est tombé sur la tête. Mais littéralement, c'est-à-dire que l'ouvrage m'est tombé sur la tête. Et donc je le prends, c'est la collection L'Imaginaire Gallimard. Et je me dis, tiens, ça va être Noël, je vais le lire. Ou le relire, je l'avais lu, mais je savais, je m'en souvenais plus vraiment. Donc je vais le relire. Et là, alors je vous le décris très brièvement, ce livre. En fait, c'est une intrication de son autobiographie, étrange autobiographie, puisqu'il commence par dire « Je n'ai pas de souvenir d'enfance », et de l'histoire d'une île olympique, dont on va s'apercevoir que ce n'est pas une île très sympathique, puisque c'est une île concentrationnaire. Et donc, il entremêle comme ça l'histoire de cette île olympique et son autobiographie, où il va essayer d'exhumer des souvenirs. Et c'est là qu'effectivement, il parle de la grande hache de l'histoire, que finalement, sa vie a été percutée par la guerre, par les camps, par la grande hache de l'histoire. Il a perdu son père a été tué pendant la guerre, et sa mère a été déportée à Auschwitz. Et lui a été un enfant caché. Il n'a pas de souvenir d'enfance. Il essaye de parler de ses parents, il n'y arrive pas vraiment. Et à propos de sa mère, il y a cette phrase, donc elle a été déportée à Auschwitz, et il dit « Elle revit son pays natal avant de mourir, elle mourut sans avoir compris. Elle est morte à Auschwitz, elle était née à Varsovie. » Et en lisant cette phrase, c'est vraiment un coup de poing, je me dis, mais alors jusqu'au bout, l'enfant qu'il a été, l'homme qu'il est devenu, l'écrivain connu qu'il est, ne comprend pas sa mère. Je perçois, moi, en tant que mère, je perçois le sacrifice qu'a fait cette femme en se séparant de son enfant en 1941. Elle le dépose dans un convoi de la Croix-Rouge et elle l'envoie en direction de Grenoble. Il a 5 ans. Et là, c'est plus qu'une envie, en fait, qui me prend. C'est vraiment quelque chose que je ressens de l'ordre de la nécessité de rendre grâce à cette femme qui s'est sacrifiée, qui a sacrifié finalement sa maternité pour sauver son enfant et, sans le savoir, pour sauver un écrivain. Et je vais voir mon éditeur et je lui dis « Je vais écrire un livre sur la mère de Georges Perec ». Et il m'a signé tout de suite. Et là, s'en est suivi une période très longue de recherche, à la fois dans les archives. Qu'est-ce qui existait sur la mère de Georges Perec ? Je spoil pas grand-chose. Quelques photos, 3 photos.
et puis quelques éléments dans les grandes biographies sur Georges Perec. Donc je suis allée chercher dans les biographies, je suis allée chercher dans l'œuvre de Perec ce que lui en dit, et pas que dans W. Et je me suis dit, Perec est mort en 82, aujourd'hui il aurait 90 ans, je vais aller chercher ses vieux copains, pour dire à ses vieux copains encore vivants, est-ce qu'il parlait de sa mère et qu'est-ce qu'il en disait. Et puis j'avais, disons au bout de 6 mois, j'avais une matière très importante, plusieurs carnets, je prenais des notes, j'enregistrais les vieux messieurs, donc je suis allée rencontrer vraiment des très vieux messieurs qui avaient été des amis de Perec. Et puis, j'ai pas pu écrire. Il y a eu une période de quelques mois où c'était très compliqué. Pour moi, j'ai traversé une période de dépression où j'arrivais vraiment pas à écrire et où je pensais que je n'écrirais pas ce livre. Et j'étais bien embêtée parce que j'avais touché les sous. Non mais c'est vrai, enfin vous imaginez le truc. Bref, j'avais bossé, mais j'avais rien, j'avais pas écrit une ligne. Et bon, je passe une période très compliquée familiale dans ma vie et je me souviens parfaitement, j'étais à Belle-Île où j'habite et le 17 février 2025 me vient la première phrase du livre. Alors la première phrase, je te laisse la lire, parce qu'en fait quand j'ai écrit un livre, après je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Non mais c'est vrai, c'est affreux. Alors je crois qu'il faut donner aussi le numéro du chapitre parce que c'est important. Numéro 1, ça a un sens. Je l'imagine, Gare de Lyon, qui est numéro 11. Un petit matin froid de l'automne 1941. Silhouette frêle. C'est tout. Cheveux noirs. Point. Coiffure. Parce que c'est cette première phrase, je l'imagine. Gare de Lyon. Voilà, c'est juste cette phrase-là qui me vient. Je suis au petit déjeuner, honnêtement, je vous le lis, je vous raconte, je prends mon café et je me dis, je l'imagine, Gare de Lyon. Non. Bon, et à partir de là, j'ai passé 2 mois en apnée. C'est sorti tout seul. J'ai écrit. Parce que, en fait, cette phrase, elle contient le principe du livre. C'est-à-dire que j'indique à vous, lecteurs, j'indique le jeu de l'imaginaire. C'est-à-dire que je vous dis, cette femme, je vais l'imaginer. Donc je ne vous dis pas que je fais une biographie, je ne vous dis pas que j'ai plein d'éléments que je vais vous révéler, je vous dis que je l'imagine. Je me suis libérée en indiquant le jeu de l'imaginaire. Et à mon avis, le deuxième mot important, c'est le chapitre 2. Pourquoi Cécile laisse-t-elle partir son fils dès l'automne 1941 ? Oui, c'est le principe sous-jacent du livre, c'est que je me dis, qu'est-ce qui fait qu'une mère juive polonaise, pas très instruite, coiffeuse, rue Villain, dans le quartier de Belleville, pauvre, d'une famille d'exilés polonais, qu'est-ce qui fait que cette femme, dès l'automne 41, alors que l'entreprise génocidaire est absolument indécelable, qu'est-ce qui fait qu'elle va mettre son fils dans le dernier convoi de la Croix-Rouge, s'en séparer ? Évidemment, ça fait écho à mes propres inquiétudes et mes propres interrogations sur qu'est-ce que je ferais, moi, pour, disons, sauver ou en tout cas protéger mes enfants. Il se trouve que dans le livre, par un souci de romancière, je dis que j'ai un enfant, mais en réalité, j'en ai 2. Mais ça, c'était trop compliqué. Alors justement, moi, j'allais vous demander si c'est pas éminemment douloureux d'écrire justement en miroir d'une souffrance, d'une angoisse et d'une interrogation à la fois sur ce qui l'a fait agir et sur ce qui fait agir l'histoire avec un grand H. Parce que votre livre est sous-tendu aussi, comme nombre de vos textes, sur ce rapport à l'histoire, à la mémoire. Enfin, je vais vous laisser... en fait, ce qui me fascine, et je crois que ce qui sous-tend vraiment mon travail en littérature, c'est le fait que nos destins individuels soient à ce point-là frappés, traversés, bousculés par de la géopolitique, de la politique, des décisions qui sont collectives et plus grandes que nous. Et comment... Alors, ça vient pas de... cette obsession-là ne vient pas de... Elle vient de très loin pour moi. Elle vient pas de nulle part. Il se trouve que ma famille a été frappée par la guerre, la décolonisation, et je le raconte dans Le Tailleur de Relisane et dans Filles de Tunis. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai intégré, que notre vie individuelle peut basculer. Mais alors à un autre, ça va être très bizarre de le dire comme ça, mais à un autre niveau, on l'a tous vécu collectivement au moment du Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans notre vie normale, et du jour au lendemain, on doit s'enfermer chacun chez soi, par une décision politique, sanitaire, etc. Donc c'est ça, être frappé par une décision politique, une décision, la guerre, quelque chose de plus grand que nous. Donc en fait, ce texte-là, il est sous-tendu par ça.
Et en fait, non, ça me fait pas souffrir. Au contraire, je crois que le seul moment où je suis bien dans la vie, c'est quand j'écris un livre. Et comme c'est pas tout le temps, vraiment pas tout le temps, parce qu'en fait, on pense que les écrivains écrivent tout le temps, mais en tout cas, moi, c'est pas du tout le cas. Il y a des moments où je suis en déshérence, ou en errance, où j'écris pas du tout. Où je me dis que j'écrirai plus jamais. Et ça, c'est affreux. En revanche, quand je me mets à écrire un livre, quand je suis vraiment dans l'écriture, alors là, je suis dans une espèce d'hyper-moi, très obsessionnelle, et je fais que ça. Et je me dis, pourvu que je meure pas, parce que je vais pas finir le livre. Non, je vous jure, c'est vrai, ça c'est vraiment un truc de divan, de psychanalyste, mais vraiment, je me dis ça. Je me dis, pourvu qu'il m'arrive rien, il faut que je termine ce livre. Et vous êtes senti épaulé à un moment donné, parce que, alors je vais reprendre de toute façon les images que vous employez dans le texte. On a vraiment l'impression que Cécile, elle est là. Elle croise votre route, que par moment vous la touchez, que alors votre entourage vous dit bon, ça c'est encore des histoires, etc. Mais on sent que vous êtes vraiment sincère. Cécile est bien là. Bon, alors quand j'écris, je suis dans une forme d'hyper sincérité, sinon ça vaut pas le coup. Mais alors, j'avais fait l'expérience de travailler sur Jeanne et Buterne, et j'avais fait une expérience quasiment médiumnique. C'est-à-dire que quand j'écrivais sur Jeanne et Buterne, je me souviens que j'écrivais dans... Alors à l'époque, je ne vivais pas sur cette île. Je vivais à Paris, dans le 6e arrondissement, et j'écrivais dans une chambre de bonne, dans le quartier précis où elle avait vécu avec Modigliani. Et je me souviens très bien... Alors j'étais dans un état un peu particulier parce que je venais d'accoucher. Ça peut jouer. Mais je me souviens que j'ouvrais le matin l'ordinateur et que j'avais l'impression qu'elle me dictait, qu'elle était là et que Jeanne et Buterne me dictaient ce que j'avais à écrire. Et j'ai refait une expérience un peu médiumnique aussi avec Cécile Pérec, mais pas exactement la même. Et c'est vrai que par moments, j'avais l'impression de la croiser dans la rue. Surtout quand j'allais me balader à Belleville, où j'avais l'impression qu'elle était là, que j'allais tomber sur elle. Mais il n'y a pas grand-chose sur Cécile Pérec. Contrairement à Jeanne et Buterne, qui a peint, où il y a des photos d'elle, où il y a son histoire avec Modigliani, Cécile Pérec, ça reste très fantomatique. On peut quand même rappeler justement certains éléments de sa biographie, voilà ce qu'on en sait un tout petit peu. On sait qu'elle est née en 1913, je crois. Donc vous voyez, je ne sais plus vraiment ce qu'il y a dans le livre. Autour de 1913, à Varsovie, qu'elle s'exile à l'âge de 7-8 ans avec ses parents. Ses parents fuient la Pologne, entre autres pour des raisons économiques et pour des raisons de montée de l'antisémitisme, bien sûr. Et qu'elle arrive à Paris au début des années 20. Et donc les parents s'installent à Belleville et elle va devenir une petite coiffeuse à Belleville et elle va rencontrer le père, celui qui va devenir le père de Georges Perec, Hitchek, renommé André. Et donc ils vont avoir, ça va être un mariage d'amour. Alors lui, c'est intéressant parce que le père est aussi d'un milieu, voilà, les parents sont maraîchers, un milieu un peu populaire. Mais il a une sœur, une grande sœur, qui s'est mariée avec un médecin qui est devenu diamantaire, qui a beaucoup d'argent, Esther. Et cette sœur s'est installée rue de l'Assomption dans le 16e arrondissement. Ça va avoir une importance. Bref, ils ont un enfant, Georges. Ils vont avoir un deuxième enfant, une petite fille, qui va mourir à l'âge de 2 mois. Et puis va arriver la guerre et André va s'engager et il va être tué pendant la guerre, quasiment au moment de l'armistice en juin 40. Et elle va se retrouver seule avec ce petit garçon de 5 ans. Dans cette rue Villain, imaginez juste cette chose-là, une femme de 27 ans, 26 ans, veuve, juive, c'est la guerre, les nazis sont aux portes de Paris, voire la Gestapo va arriver dans Paris, envahir cette ville, la France. Tout est hyper incertain. Alors elle a son père qui vit dans la rue, qui est un peu malade, un peu vieux, un peu fou, mais elle va être bientôt privée de ses droits en tant que juive. Elle va plus pouvoir exercer son travail de coiffeuse. Elle va devoir trouver un autre travail et donc elle va se séparer de son enfant. Et en 1943, elle va être arrêtée au domicile de son père et déportée à Auschwitz. Elle avait essayé de passer. Oui, elle a essayé. Alors, ça, c'est un élément important du livre. C'est que, justement, j'ai essayé de rendre hommage à cette femme, au sacrifice de cette femme. Et donc, je savais qu'elle avait essayé de passer la ligne de démarcation pour rejoindre son enfant. Sauf que Pérec, devenu adulte très ingrat, dit « Mais pourquoi elle est allée se jeter dans la gueule du loup, elle n'a pas pu passer. Pourquoi elle est repartie à Paris En gros, elle est allée se jeter dans la gueule des Allemands. »
Son fils ne comprend absolument pas a posteriori ce qui s'est passé. Peut-on lui en vouloir ? C'est un orphelin de père, de mère. Alors je disais que Esther était un personnage important, sa tante, puisque c'est elle qui va recueillir le petit Georges à la fin de la guerre et qui va l'élever, etc. Donc il va passer de la rue Villain et de la pauvreté de la rue Villain à Belleville à la rue de l'Assomption, le 16e arrondissement, et il va être un adolescent épouvantable, un enfant extrêmement difficile à élever, mais on le serait à moins. Et ce qui m'a frappé, alors ça c'est un point très important, et que je raconte dans le livre, ce qui m'a frappé, c'est qu'on la trouve très peu dans l'œuvre de son fils. C'est-à-dire que contrairement à Romain Gary, qui, avec La promesse de l'aube, va faire un livre hommage, un hymne à la gloire maternelle, on va dire, Pérec, sa mère est quasiment absente, ou quand elle est présente, comme dans W ou Le souvenir d'enfance, en gros, il dit, elle n'a rien compris. C'est un peu dur. Et en travaillant, je me suis rendu compte que, en fait, la mère de Pérec, elle est partout dans son œuvre. Mais elle y est de manière encryptée. C'est-à-dire, il encrypte, c'est quand même très fort, c'est-à-dire qu'il encrypte sa mère. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Déjà, vous connaissez tous La disparition. Georges Perec est l'auteur de ce livre en 350 pages, intégralement écrit sans la lettre E. Et donc, on peut voir dans cet ouvrage vraiment un immense jeu, un lipogramme, un jeu littéraire très brillant. En faisant disparaître la lettre E de son ouvrage, il en fait un jeu littéraire, mais il en fait un roman policier. La lettre E a disparu, on va la chercher. Bon, au fil du texte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de massacres et des généalogies entières qui sont massacrées avec la lettre E et puis d'autres lettres, etc. En fait, selon les exégètes et les chercheurs, la lettre E désigne EUX. E, sa famille, sa mère, le peuple juif. Donc, c'est sa manière à lui d'encrypter sa mère. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et j'ai rendu hommage à une de ces manières d'encrypter sa mère. Je vous le dis, vous le découvrirez aussi si vous lisez le livre. J'ai écrit mon livre en 43 chapitres. Alors, c'était très important pour moi d'écrire ce livre en 43 chapitres parce que le nombre 43 et le nombre 11 sont des nombres récurrents dans l'œuvre de Georges Perec, qu'on retrouve partout. Je vais vous donner un exemple. Il a écrit un livre qui s'appelle « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ». Je conseille ce livre, très drôle, très bien écrit, très loufoque, qui parle de la guerre d'Algérie. Donc « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour » est un titre en 11 mots. Et très vite, dans le roman, il y a un protagoniste à qui on enfonce une sonde javelisée de 43 cm dans le gosier. 11 et 43. Pourquoi ? Parce que sa mère a été déportée le 11 février 43. Donc c'est sa manière, à lui, de dire sa mère. Et il y a des centaines d'exemples dans toute son œuvre. Il y a des chercheurs qui passent leur vie à faire ça, à chercher la mère de Perec dans l'œuvre. Alors moi, j'ai été quand même très obsédée, mais je me suis aussi fondée sur des travaux de chercheurs pour m'aider. Parce que sinon, je serais encore en train d'écrire, je pense. Vous faisiez allusion tout à l'heure à ce fameux quatuor des jeunes vieux messieurs, les 4 amis, 4 piliers autour de Georges Perec. D'ailleurs, chacun croyant, et c'est intéressant ce que vous dites là-dessus, chacun croyant détenir la clé du mystère. Je vais vous laisser en parler du mystère qui était Perec. Et en fait, vous avez cherché quand même auprès d'eux une forme de légitimité pour écrire justement le livre de Cécile, sur Cécile. Et l'un d'eux vous dit « écrivez-le pour lui » et vous répondez « non, je veux l'écrire pour elle ». Oui, c'était vraiment... ce qui me guidait dans l'écriture, c'était d'écrire ce livre pour une femme. Et pour une femme qui avait été, comme on dit aujourd'hui, invisibilisée. Non seulement par les nazis d'abord, ensuite par l'histoire, et ensuite par son fils. Invisibilisé et en même temps rendu encrypté, rendu visible pour ceux qui veulent voir. Donc c'était très important pour moi de faire un livre hommage à Cécile Perec. Et en même temps, je ne pouvais pas faire un livre sur Cécile Perec sans parler de son fils. Parce que c'était aussi une manière de lui rendre hommage à elle que de parler du fils qu'il est devenu, de l'homme qu'il est devenu, orphelin certes, mais grand écrivain du XXe siècle. Comment vous avez réussi justement à le laisser à la bonne distance ? Parce que quand on plonge, moi j'adore Perec, et quand on plonge dans l'œuvre de Perec, on est très vite avalé par son œuvre, par le personnage, par son rapport à la littérature qui est un véritable rapport jouissif. Il y a quelque chose de très jouissif. Et vous réussissez
justement à le laisser à la bonne distance? Alors, peut-être, je vais essayer de répondre à cette question, peut-être simplement parce que je ne suis pas une péréquienne. Peut-être simplement parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de Pérec au départ. Alors maintenant, je peux parler un peu de Pérec quand même, parce que j'ai un peu bossé. Mais je pense que... Alors, il y a aussi... J'avais écrit sur mes grands-parents dans des précédents romans. J'avais écrit sur Modigliani, donc je m'étais attaquée à des légendes intimes, familiales, mais aussi des légendes, comme Modigliani, c'est énorme, vous voyez. Donc, en travaillant sur ces sujets, je m'étais toujours dit, il faut que je m'émancipe des légendes que représentent mes grands-parents, Modigliani. Et donc, Pérec, je savais que je m'attaquais à Lourdes, parce qu'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et donc, il fallait que je le laisse à la bonne place. Après, je le reste très obsédée par Pérec. Parce que c'est quand même devenu un super pote, même s'il est mort. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte que quand ça va pas, je l'écoute à la radio. C'est-à-dire que vous pouvez aller écouter Pérec, qui parle, par exemple, Radioscopie. Émission très étonnante, d'ailleurs, de Jacques Chancel. Vous écoutez Georges Pérec. Il a un effet totalement émollient sur moi. Je vais pas bien, je vais bien. Une fois que je l'ai écouté, non mais je vous assure, c'est vrai. Et je suis sûre qu'il a cet effet-là il est tellement sympathique. Et ce qui est étonnant, ce que j'ai découvert, en fréquentant, parce que je me suis mis à fréquenter des clubs Pérec, mais vraiment, il existe à Paris, enfin à Paris, c'est pour toute la France, d'ailleurs, si vous voulez adhérer, vous adhérez à l'association Georges Pérec. Et alors, il s'échange plein de trucs sur Georges Pérec, sur l'œuvre de Pérec, etc. Il y a des conférences... des éditions, des rééditions. Donc voilà, j'ai adhéré au club, à l'association Georges Pérec. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on parlait justement du fait que quand ça va pas, vous plongez dans... Oui. Non mais en fait, je reste très proche de Pérec, vraiment. Il y a une quantité de textes c'est extraordinaire ce que les amis de Pérec ont fait après sa mort. Parce que, il y a une chose que j'ai découverte, c'est qu'il est mort à 45 ans. Et c'est incroyable. En très peu d'années, en finalement 15-20 ans maximum, l'œuvre prolifique dont il est l'auteur, et d'ailleurs je me suis imaginé tout ce qu'il aurait pu écrire s'il avait vécu jusque maintenant. Je me suis imaginé, parce que finalement comme je suis auteur, je fais un peu ce que je veux, j'ai imaginé que j'allais le rencontrer, qu'il a 90 ans, que je vais chez lui, que je le rencontre, etc., etc. Tout ça est faux, bien sûr, mais ça fait partie du livre. Moi, j'ai envie de vous demander, mais puisqu'on laisse parler l'imagination, est-ce qu'il pouvait vraiment vivre au-delà du dernier voyage, justement, qu'il a fait, ce voyage de retour sur la terre des ancêtres et sur le lieu, justement, où sa mère a été déportée et morte ? C'est une très, très bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est très judicieux de la poser comme ça, Pérec, à la fin des années 70, se met à s'interroger sur son identité juive. C'est-à-dire, dans les années 50-60, en fait, il s'en fout. Vraiment. Quand il se présente, il dit jamais « je suis juif ». Ça n'a pas de sens. Surtout, vous imaginez, juste après la guerre, la Shoah, tout ça, on ne dit pas qu'on est juif. Il dit « je suis écrivain ». Voilà, c'est son identité, c'est ontologique, il est écrivain. En revanche, dans les années 70, justement, il écrit W, en 75, livre qui est un échec. Personne ne lit W, il faut le savoir, c'est un échec. Moi, ça me rassure, je me dis « bon, c'est quand j'ai un échec, peut-être que quand je serai morte, mes livres seront lus. » Mais donc, il écrit W, c'est un échec, et il est vraiment dans une période de sa vie, au milieu des années 70, où il s'interroge vraiment sur ce que c'est qu'être juif. Et c'est le moment où il rencontre Robert Baubert. Et il va partir avec Robert Baubert à Ellis Island, où il va se confronter à ce lieu, qui est le lieu de l'exil, le lieu de l'accueil, le lieu du passage. Bon, et il va écrire Récit d'Ellis Island. Donc il est dans une période où il s'interroge sur son identité juive, et au début des années 80, Claude Roy, le poète, va lui proposer d'aller en Pologne. Bon, vous imaginez le truc. C'est quand même dur. Il a été un enfant caché, il est orphelin, sa mère a été déportée à Auschwitz, sa mère a disparu. Et il va y aller. Il va hésiter, il va y aller. Ils vont aller à Varsovie, ils vont aller à Lubartov, qui est la ville de naissance de son père. Et puis, ils se disent que quand même, ils vont aller à Auschwitz. Et là, je vous assure, c'est fou ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se colle une race, mais un truc... Alors, il avait quand même un énorme problème avec l'alcool, je le précise. Il buvait énormément. C'est-à-dire, il était quand même, faut le dire, alcoolodépendant. Bon, mais là, vraiment, quand je dis qu'il se colle une race, c'est un truc, il est saoul comme toute la Pologne. Et au petit matin, quand le bus part, il ne peut pas se lever.
Et donc, il ne va pas à Auschwitz. Et je pense qu'il ne pouvait pas y aller. Bref, je fais vite. Quelques mois plus tard, il fait un voyage en Australie où il va écrire 53 jours, qui est un manuscrit inachevé. 53 jours, pourquoi ? Parce que c'est en 53 jours que Stendhal aurait écrit La Chartreuse de Parme. Il revient avec le manuscrit sous le bras et il revient surtout avec un cancer. Cancer du poumon, parce qu'au-delà de picoler à mort, il fumait aussi à mort. Voilà. Et à mon avis, c'était pas les cigarettes d'aujourd'hui. C'était des cigarettes sans fil, tout ça, enfin bon, l'horreur. Bref, il est mort très vite. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que je suis allée voir Marcel Benabou, qui est un des 4 vieux messieurs, qui a été le secrétaire perpétuel de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui était le mouvement littéraire auquel appartenait Pérec. Pérec en a été un membre éminent, mais pas fondateur, puisque c'est Raymond Queneau qui a fondé l'Oulipo, comme vous le savez, avec le Lyonnais. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que Marcel me reçoit chez lui. Et je vous assure que quand il me parlait, donc on buvait un thé, on mangeait des petits gâteaux, j'avais l'impression que Pérec allait sonner à la porte. Tant pour ces vieux messieurs, Pérec n'est pas mort. Mais vraiment, il est là. Mais pour vous... Et pour moi, et du coup pour moi non plus. J'allais dire, ça me fait penser à une phrase dans votre texte, mais on peut citer d'autres textes qui fonctionnent de la même manière. Écrire pour le sentir vivant. On a l'impression que vous écrivez pour sentir vivant les êtres. Ah oui, alors ça c'est très clair. Alors évidemment, ça c'était pour le tailleur de Relisane et fille de Tunis qui convoquait mes 4 grands-parents. Alors le tailleur de Relisane, mes grands-parents d'Algérie, et fille de Tunis, mes grands-parents de Tunisie, c'était très clair. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à terminer ces livres-là parce que j'étais dans une bulle avec eux. C'était génial, j'avais l'impression de passer ma vie avec mes grands-parents qui sont morts à la fin des années 2000. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de la réincarnation en mots. Et aujourd'hui, Cécile, elle a quelle place dans votre vie ? J'essaie de la garder à bonne distance parce que c'est quand même un personnage... c'est vraiment dramatique. Enfin, c'est vraiment une histoire affreuse. Puis en plus, je suis allée assez loin dans le texte, dans l'issue fatale. C'est-à-dire que j'ai quand même osé l'imaginer à Drancy, dans le convoi qui l'emmène à Auschwitz. J'ai dû vraiment freiner mes ardeurs parce que c'était vraiment insoutenable. Donc je la tiens quand même à bonne distance. Et j'aime bien l'imaginer, continuer à l'imaginer comme une silhouette vêtue d'un manteau de velours bordeaux et dont on suit le parfum d'ambre dans la rue. Voilà, ça me va bien. Est-ce que vous avez une vision ou une conception plutôt éthique de l'écriture de la fiction ? C'est-à-dire que certes, vous rendez vie, vous replongez dans la grande histoire, vous nous faites monter évidemment dans ce convoi terrible, mais est-ce que c'est aussi une façon, et vous l'envisagez comme telle, de confronter votre lecteur à ce que parfois certains ne veulent plus voir ? Et c'est ce que j'appelle la vision aussi éthique de la fiction. Alors, je ne l'aurais pas pris comme ça, je vais répondre différemment. Je vais vous donner des exemples d'éthique quand on est écrivain. En tout cas, d'éthique, moi, qui me touche. Mon premier roman s'appelait Les graffitis de Chambord. Et j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et beaucoup, beaucoup plus inexpérimentée. Et j'ai inventé l'histoire d'un groupe de résistants juifs qui cachent des œuvres d'art au château de Chambord. Je travaille. Et puis, au bout de quelques mois, je me dis quand même, il faudrait que je vérifie que Chambord n'était pas occupé par les nazis. Bon, voilà, éthique. Parce que sinon, je ne peux pas écrire le livre, en fait. Parce que ça va contre l'histoire. Donc, en tant que romancière, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Ou alors, si je veux raconter n'importe quoi, que Paris n'était pas occupé par les nazis pendant la guerre, il faut que je le dise. Je dise, voilà, d'un coup, ça va être une dystopie. Mais il faut qu'on sache d'où je parle, comment je parle, etc. Bon, pour moi, la littérature, l'art, le propos public est politique. Et mes romans, même s'ils ne le disent pas de manière ouverte, sont politiques. Et effectivement, dans notre époque, ne serait-ce que parler des Juifs, parler de la Shoah, dire une phrase comme « la Shoah n'est pas qu'un événement du passé, la Shoah dure encore », c'est politique. Mais j'en fais pas un étendard. Ce qui prime, c'est que vous ayez envie de tourner les pages. Moi, mon kiff dans la vie, c'est d'écrire et que mes lecteurs viennent me voir à la fin et me disent, à la fin, genre, j'écris et puis vous venez me voir dans ma chambre, vous savez. Non mais,
n'importe quoi. Non, mais que vous veniez me voir en rencontre ou dans la rue des fois, vous savez, que j'habite sur une île et sur une île tout le monde se connaît, les gens viennent parfois passent chez moi me le dire. J'adore ça. Et ils me disent j'ai pas pu le lâcher. Ça, je me dis chouette, c'est vraiment ça mon but. C'est pas politique. Il y a évidemment c'est politique en soi, mais mon but quand j'écris, c'est vraiment que vous ayez envie de tourner les pages. Je vais lire un petit extrait que j'ai trouvé particulièrement beau et particulièrement signifiant. Et on va revenir à ce qu'on est en train de dire. Le temps n'a plus de sens. Par-delà le siècle, Cécile exige que je respire à son rythme et me confonde avec elle. Elle m'entraîne au présent dans le passé. Je vis avec mes proches au passé dans le présent. L'avenir soudain se dérobe. Plusieurs jours d'affilée, je laisse mon ordinateur éteint. C'est si confortable de rêver ces personnages, de ne pas écrire, plutôt que de m'enfoncer dans la boue du désastre. Mais elle dépend de moi. Si je ne suis pas capable de l'inscrire dans ces pages, je crains qu'elle ne disparaisse complètement. Je suis née à une époque qui m'a fait croire en une paix éternelle. Il ne fallait plus dire les boches. Les bons élèves dont j'étais choisissaient l'allemand en première langue. Mitterrand école, se tenaient la main à Douaumont. J'ai longtemps clamé « Plus jamais la guerre !» rejoignant les cortèges de lycéens lors de la première guerre du Golfe, puis celle de Bosnie-Herzégovine. Il m'est arrivé de ne même pas penser la guerre. Si j'avais imaginé un péril possible, peut-être n'aurais-je pas mis au monde un enfant. Qu'adviendra-t-il de lui sur Terre ? Comment adoucir ses cauchemars quand des écrans surgissent les corps mutilés, les récits de massacres et de viols ? Je n'ai rien vu venir. Or je tends les bras et les touche les nouvelles victimes de l'histoire en marche. Elles ont le visage de familles ukrainiennes, entassées au milieu d'icônes, de chats, de chiens, des enfants affamés de Gaza, des victimes de guerre oubliées, dont plus personne ne parle. Leurs plaintes est l'écho des reproches que m'adresse Cécile par-delà le siècle. N'avez-vous tiré aucune leçon ? Il me semble qu'on est vraiment... Oui, j'ai vraiment envie, moi aussi, de... Bon, il y a un silence ému après ce texte. Mais alors, je vais vous faire rire parce qu'en fait, je ne sais plus ce que j'ai écrit dans ce livre. Non, mais vraiment, enfin, ça me touche beaucoup de l'entendre lu, mais c'est terrible. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est précisément... C'est exactement ce que je pense, ça me rassure. Mais est-ce que c'est pas une façon de vous protéger aussi ? De protéger de cette forme de souffrance qu'on lit et qu'on ressent. D'oublier ce que j'écris ? Ouais. Alors... Non, je pense que c'est faire de la place aux autres textes. En réalité, je suis déjà habitée par d'autres textes. Je dois rendre un manuscrit dans quelques mois, que je n'ai pas commencé à écrire. Et en fait, je pense que ce livre vous appartient, que mes livres vous appartiennent et que vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas rester fixée sur mes romans. Parce que sinon, je ne peux pas en écrire d'autres. Et du coup, je laisse la place. Et ça me rassure de me dire que je suis toujours en accord avec ce que j'ai écrit il y a un an. Et d'un livre à l'autre, ça se sent aussi. Et justement, quels sont les retours que vous avez de vos lecteurs ? Alors là, je vais vous laisser ensuite la parole justement pour poser quelques questions. Mais quels sont les retours de lecteurs que vous rencontrez dans des librairies, dans des salons? Je sais que vous allez à Châteauroux, par exemple, dans quelques jours. Alors, pour ceux qui l'ont lu, parce que parfois les lecteurs viennent me voir juste pour l'acheter et le lire, mais pour ceux qui l'ont lu, c'est vraiment l'émotion qui les prend à la lecture de ce livre. Et ça me touche parce que, en fait, quand on écrit un roman, c'est pas du tout comme quand on écrit un essai. L'idée, c'est d'être charnel. Et ce qui m'intéressait, moi, avec Cécile, c'était de la rendre charnelle. C'est-à-dire de vous faire ressentir des émotions, de vous faire ressentir comme si elle était là à côté de vous. Et donc, en conséquence, vous faire ressentir la perte. Comme Pérec a pu ressentir la perte et la disparition. Pour moi, alors, je fais la forfantière en disant que je me souviens plus de ce qu'il y a dans mon livre, je me souviens d'une scène qui est très importante pour moi. Parce que je ne savais pas comment le traiter. En fait, parmi les archives que j'ai lues, et que vous pouvez trouver sur Internet, j'ai travaillé sur l'acte de disparition que reçoit le jeune garçon. Il faut s'imaginer que Pérec, donc à l'âge de 5 ans, est envoyé à Villard-de-Lans, et il est placé, déplacé,
Puis il va revenir à Paris, à l'issue de la guerre. Et donc il va être adopté par sa tante Esther, vivre dans un autre foyer, mais bon, il sait qu'il verra plus ses parents, mais il ne sait pas où sont ses parents. Il n'y a pas de corps. Alors, le père est enterré, donc il va aller sur la tombe du père. Mais la mère, il n'y a pas de corps. On ne sait pas où elle est. Et il y a des déportés qui reviennent. Donc il y a toujours l'espoir. Et puis quelqu'un qui disparaît, il peut réapparaître. Enfin, en tout cas, on ne sait rien. Et le gamin ne sait rien. Et à l'âge de 11 ans, en 1947, sa tante Esther reçoit l'acte de disparition de la mère, donc de Cécile Pérec. Et je ne savais pas trop quoi faire de ça. Parce que c'est un document qui est objectivement bouleversant. Parce que, donc, cet acte qu'elle a disparu et note qu'elle a disparu donc le 11 février 1943. Mais elle n'est pas forcément morte le 11 février 1943, ni même dans les jours suivants. Donc en fait, on ne sait pas quand elle est morte, et ni comment elle est morte. Et donc, pour m'en sortir, j'ai écrit une scène qui est très importante pour moi. Il se trouve que j'ai un fils qui a 11 ans aujourd'hui, en plus. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui même, mais qui vient d'avoir 11 ans. Qui a eu 11 ans le 14 février, de fait. Et j'ai imaginé, mais alors, vraiment très, très aisément, ce que c'est qu'un petit garçon de 11 ans qui reçoit l'acte de disparition de sa mère. Et je vous laisse découvrir la scène. Sans transition, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a une question à poser J'adorerais des questions du public. Hein. Alors, la plus difficile, c'est la première. Donc, on peut passer tout de suite à la seconde. Voilà. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole ? L'acte de disparition dont vous parlez, c'était un document qui venait de qui et d'où C'était les autorités françaises ? Oui, ça venait de l'État. Oui. Il y a une note à la fin de cet acte de disparition disant que si on fait une démarche administrative, l'acte de disparition peut être transformé en acte de décès. C'est une formule absolument terrible. Et effectivement, on imagine le petit garçon en train de découvrir ça. On faisait allusion tout à l'heure à la pièce que vous aviez écrite sur le personnage de Pannonica. Moi, en lisant le texte, je me suis demandé si le personnage de Cécile ne pouvait pas être adapté au théâtre. Alors, c'est marrant parce que oui, ça peut. Enfin, bien sûr. Tout peut être adapté. Alors, en ce moment, c'est Je suis Jeanne et Buterne qui est adapté au théâtre et qui va être joué. Mais oui, ça peut. Mais c'est peut-être de la flemme, de la paresse, mais je me vois pas du tout le faire, moi. Il faudrait que quelqu'un s'en empare. Je pense que, précisément parce que je sais plus vraiment bien ce qu'il y a dans le texte et que j'ai besoin de passer à autre chose. Et on peut vous demander à quoi est-ce que vous êtes passé, ou c'est encore... Non, alors je vais rien vous dire. C'est-à-dire que, mais alors vraiment, là je vais vous dire un truc mais qui ne va rien dire. Je vais travailler sur l'identité. Super. Ah mais vous travaillez sur l'identité depuis les débuts. Voilà. Donc depuis le début, je questionne mon identité, mais donc notre identité française, qui va être un grand sujet dans les mois qui viennent. Et vous passez toujours par la fiction ? Non. D'accord. Par un essai ? C'est pas un essai non plus. D'accord. Ça va être un objet bizarre. Bon, mais on a hâte, vous reviendrez en parler ici. Est-ce qu'il y a une autre question ? Vous parliez des périodes entre deux livres où c'était difficile, et puis après la période de l'écriture qui venait toute seule. Mais la période de recherche... C'est bien, ça me porte. C'est-à-dire que la période de recherche, c'est une période qui est agréable parce que j'engrange. Mais ça ne veut pas dire que je vais réussir à écrire le livre. Il y a quand même il y a une angoisse de me dire est-ce que le livre va exister ? Et puis vous savez, c'est très bizarre. Alors je vous raconte. Quand j'écrivais Fille de Tunis, j'avais 4 mois. Parce que je suis journaliste aussi. Et donc, à l'époque, j'étais salariée et donc j'avais pris un congé de 4 mois. J'avais 4 mois pour écrire ce livre. Et donc, j'arrive en juin, début juin. J'avais 30 pages de Fille de Tunis. Et je savais que fin septembre, il fallait que j'en ai 250. Et je me disais, c'est fou, là, il n'y a rien. Et dans 4 mois, il va y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. C'est fou. Ça, le fait qu'il n'y ait rien et soudain, il y a quelque chose, c'est comme quand on a un enfant. Il n'y avait rien, puis il y a quelque chose. Et en fait, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait quand on fait un enfant. C'est pareil avec les livres.
Ah, je crois que j'ai presque envie de dire, c'est une très très jolie conclusion. Mais je poserai quand même une autre question. Je trouve ça extraordinaire, vraiment extraordinaire. En quoi est-ce que l'écriture, si tant est que ce soit le cas, mais en quoi est-ce que l'écriture de la journaliste nourrit le travail de la fiction ? Ou l'écriture même de la fiction. Alors, c'est vraiment... Alors, je vais faire une réponse, une deuxième réponse, peut-être une troisième. On a le temps. Donc, en fait, on va se coucher vers 1h du matin. Alors, être journaliste m'oblige à écrire les yeux grands ouverts. Être romancière, c'est écrire les yeux grands fermés. Perdre connaissance. Et c'est donc perdre connaissance. C'est-à-dire accumuler de la matière, puis à un moment donné, perdre connaissance pour pouvoir créer quelque chose. Il est certain que le métier que j'ai appris, que j'ai acquis, que j'ai fait, m'a nourri. J'aime les gens, vraiment, profondément. Et donc j'aime aller vers les gens, j'aime questionner les gens. Et peut-être que dans un prochain livre, un de mes personnages aura un pull bordeaux. Peut-être qu'elle aura un carré blond et des lunettes carrées. Non, voilà, en fait, je regarde, j'observe les gens et le fait que je sois en prise avec le réel et me nourrit. Mais ce qui m'est arrivé d'étrange, c'est que au début de ma carrière de journaliste, ma carrière, en tout cas le journalisme m'entravait beaucoup dans l'écriture de romans. Et puis, je suis arrivée dans un journal qui s'appelle La Vie. Et j'ai eu 15 ans où, en fait, vraiment, les deux écritures et ce lieu me nourrissaient pour écrire des romans. Et là, je suis sortie de ma carrière de journaliste pour n'être que auteure. Parce que je sens que c'est le moment de n'être que auteure, que écrivaine, et de dédier toute mon énergie à ça. Mais c'était quelque chose d'inattendu pour moi. Ça s'est fait très vite, c'est une décision que j'ai prise très vite. Et en même temps, je repense à une très jolie interview que j'avais entendue sur les processus d'écriture, sur la naissance de l'envie d'écrire. C'est quelque chose qui vous taraude depuis toute petite, être auteur? Être journaliste me taraude pas du tout depuis que je suis toute petite. J'ai dit à mes parents que je voulais être journaliste. Ou écrivain. Enfin. Non, mais je vous raconte, j'ai dit à mes parents que je voulais être journaliste parce que c'était ce que je pensais être le plus proche d'auteur et que ça les rassurait parce que j'allais être salariée. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils étaient hyper inquiets. Ils se sont dit, une saltimbanque dans la famille, vous voyez le truc. Bon. Surtout qu'eux étaient exilés, il y avait vraiment une angoisse du déclassement social, etc. Mais oui, l'écriture de romans est mon mode d'expression. C'est-à-dire que, c'est un peu plus que ça, c'est mon être au monde. Ça, je n'existe que parce que j'écris des romans. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi, en fait. Et sans l'écriture, je ne peux pas vivre. Ça, c'est certain, je le sais. C'est vraiment ontologique. Et je suis très inquiète, en vrai, parce que avec l'IA, avec la désaffection qu'ont les jeunes gens, mais là, il y a quelques jeunes gens, donc ça me rassure, et que peuvent avoir les jeunes gens pour l'écriture, enfin l'écriture et la lecture, en fait, bah, ça m'inquiète, en fait, pour l'avenir, vraiment. L'avenir, quoi, l'avenir de l'humanité. Est-ce que vous m'autorisez à lire les dernières lignes de votre... On révèle rien de particulier, mais c'est une façon de prendre congé pour vous, me semble-t-il, du texte que ces dernières lignes. Assise sur ce banc, je lis face à la grande ville qui se déploie à mes pieds. Ma vie vibre dans les livres. Florence Delay m'encourage après son cours. Lisez, écrivez, rien à perdre. J'ignore qu'autrefois, à l'endroit de ce banc, un petit garçon aux cheveux drus tient la main de Cécile en rentrant de l'école de la rue des Couronnes. Il gambade sur les pavés disjoints, un cahier à la main, sautille d'une jambe sur l'autre, réclame un verre de lait de chèvre, un baiser à sa mère. J'ai cessé d'écouter les enregistrements des vieux messieurs. Inscrit leurs prénoms, Marcel, Jacques, Robert, Claude, sur la page de garde d'un dossier classé dans mes archives. Avec eux s'en va le souvenir vivant de Georges et de Cécile. Un jour, je les pleurerai et prononcerai secrètement un kaddish. Ce sera ma façon de leur dire au revoir. Merci pour vos mots qui ont irrigué les miens. Il ne reste plus rien de cette époque, tout a disparu. De la présence de Cécile ne demeure qu'un faible écho, ce que j'en imagine, son parfum ambré. Un manteau en velours bordeaux qui remonte la rue pour rejoindre André Perret au numéro 24. Le poète, le magicien, son amour.
Elles tourneront entre ses bras en rêvant des enfants qu'ils auront. Ils vieilliront ensemble, c'est certain. Merci pour vos mots, merci infiniment d'être venu de Belle-Île. Voilà, pour nous voir ce soir. Merci. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.